je vous retrouve, on est le lundi 23 octobre, il est 17h30. Je viens introduire ce nouveau vlog suivi lecture, j'ai plusieurs petites choses à vous dire. La première, j'ai terminé ma lecture en cours papier qui était Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, que j'avais en édition reliée chez De Saxus. Je l'ai terminé hier soir et franchement ça a été une bonne lecture. Pour vous faire un petit résumé, on suit Emilia qui a une sœur jumelle qui s'appelle Vittoria et toutes les deux en fait elles sont sorcières. Elles ont vécu avec leurs parents et notamment leur grand-mère qui a des pouvoirs également. Et leur grand-mère leur a toujours dit de faire attention à leurs pouvoirs, de faire surtout attention aux damnés, notamment aussi aux démons, les princes de l'enfer. Du coup les deux sœurs elles ont toujours fait attention, etc. Et un beau jour, eh bien Vittoria, la sœur jumelle d'Emilia, va être retrouvée assassinée. Et cette sœur jumelle va tout faire pour élucider le meurtre de sa sœur, seulement elle va devoir convoquer l'un des princes de l'enfer, je ne vous dis pas lequel, et elle va devoir enquêter sur cette mort, mais surtout elle va découvrir que beaucoup de choses qu'on lui a dit sont fausses, ou encore que son destin est entre les mains de l'enfer et qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Je ne rentre pas forcément dans les détails au niveau du résumé parce que ça peut vite spoiler quand même. La seule chose à retenir, c'est qu'on est sur un Enemies to Lovers. Moi franchement j'ai vraiment beaucoup aimé l'action, c'est un vrai page turner. Le seul défaut que je pourrais dire, ce qui a fait que ça, j'ai pas non plus eu un 4 sur 5 ou un 5 sur 5, c'est que la romance elle est très compliquée en fait, c'est je t'aime moi non plus un peu vis-à-vis d'Emilia. Par contre vis-à-vis du prince de l'enfer, on sait pas s'il aime vraiment, on sait pas trop comment se positionner vis-à-vis de lui. Et surtout, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes où on perdait un peu du temps, on tournait en rond, on revenait au point de départ et du coup, on n'avançait pas forcément dans le récit. C'est vraiment les petits points négatifs que je pourrais dire. Après, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont dit qu'elle, c'était la plume de l'autrice, qu'elles ont eu du mal, alors que moi, pas du tout. Franchement, c'est passé vraiment tout seul. C'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment. C'est juste voilà, des tout petits légers défauts qui font que je lui ai pas mis plus que 3 sur 5. Parce que justement, comme je vous dis, la romance, j'ai eu un petit peu de mal et c'est surtout en fait, je trouve qu'on faisait beaucoup du surplace en fait. Par contre, il y a des nouvelles créatures liées à l'enfer qui sont vraiment intéressantes. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture audio de Salem, je reviens très prochainement vous en parler. Je pense que d'ici 1 ou 2 jours, je l'aurai fini. Il me reste plus que ça. Voilà, j'ai plutôt bien écouté, franchement je l'ai bouffé. Et clairement on part sur un 4 sur 5, hein, je peux déjà le dire parce que pour ce qui reste, c'est une super lecture, je passe un excellent moment, mais je reviendrai vous en parler quand j'aurai fini, mais c'est pour vous dire que voilà, j'avance plutôt bien dans celle-ci. Concernant ma lecture papier en cours, qui du coup je vais commencer ce soir, sauf si je vais être devant l'amour et dans le pré, donc peut-être pas, mais bon. Ma nouvelle lecture papier, il s'agit de La Cour des Ouragans, donc c'est le 3e et dernier tome de la saga Vampiria, on va dire la première trilogie, parce qu'il y en a encore une deuxième que je ne suis pas sûre de lire qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas encore si je me lancerai dedans. Je sais juste que le premier tome ça a été un coup de cœur, le deuxième tome ça a été un coup de cœur, même s'il était un chouille moins bien que le premier. Et c'est vrai que celui-ci, j'avais quand même envie de le découvrir parce que déjà on va être sur l'aspect piraterie. Je trouve que c'est la bonne période là vu qu'on se rapproche d'Halloween. Et c'est vrai que au début c'était pas celui-ci que je voulais lire tout de suite. Et finalement je me suis mis devant ma bibliothèque et je me suis dit mais lui il serait parfait pour Halloween. C'est encore une fois une belle petite pavasse hein, quand même. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Vampiria, en fait on suit une héroïne qui va vouloir venger sa famille qui a été assassinée. Elle a été assassinée par des vampires parce qu'en fait on est à l'époque de Louis XIV et Louis XIV est un vampire. Du coup les pauvres doivent payer la dîme du sang. Il y a notamment des personnes qui sont comme des apothicaires qui soignent, etc. Et donc cette héroïne elle va tout faire pour intégrer la cour du roi Louis XIV pour essayer de tuer le roi des ténèbres. Je vous ai fait un résumé grosso merdo. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon vlog lecture commune qu'on avait fait avec Fanny du premier tome. Parce que franchement le premier tome il m'avait mis vraiment sur les fesses. Donc si vous voulez voir mon avis en direct, je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de ma chronique du premier tome. Et donc là en fait on va être clairement à la cour des ouragans. En fait à chaque fois il y a la cour, la première c'est la cour des ténèbres. Ensuite la cour des miracles, et là on est sur la cour des ouragans, et donc on va être sur de la piraterie vu qu'il y a un pirate dessiné. Les couvertures franchement je les trouve vraiment super jolies. J'ai mon marque-page qui vient de se faire la malle, on adore. Marque-page dans le thème des bateaux. Donc écoutez, ma foi, je reviendrai vous en parler quand je
quand je serai arrivée à la moitié. Mais là c'est sûr que je peux pas vous en dire trop parce que ça reste un 3e tome. Après ce qui est bien c'est que on a toujours au début du roman une explication sur le préambule, le code, comment ça fonctionne parce qu'il y a un couvre-feu, etc. Donc voilà, je m'arrête là. D'ailleurs il faut que je relise mon avis sur le tome 2 pour me rafraîchir la mémoire parce que je crois que le tome 2, ça fait 2 ans que je l'ai lu, donc il faut que je me remette dedans. Ensuite, on va parler un petit peu book haul, parce que j'ai reçu 2 choses. Alors déjà, j'ai reçu 2 cadeaux d'anniversaire. Le tout premier, alors ça me fait rire parce que j'en ai parlé avec les sorties livresques du mois de septembre, je crois, avec Fanny. Il s'agit de la femme de ménage de Freda McFadden chez J'ai lu. J'en avais parlé parce qu'il me tentait bien et c'était justement la meilleure amie de mon mari qui m'en avait parlé et pour le coup bah, elle me l'a offert pour mon anniversaire donc c'est super gentil. Pour le coup je vais pouvoir me lancer dedans parce que je suis très curieuse et je vais vous lire tout de suite le résumé. Chaque jour Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre, au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis, il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit et parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. On est sur un thriller domestique et moi, j'adore les thrillers domestiques. Donc je suis super curieuse. Il va pas faire long feu dans ma palle. Et forcément, elle a voulu m'offrir un 2e roman. Alors c'en est un qu'en plus, je crois qu'on en a... Je sais plus si on en a parlé... Je crois qu'on en a parlé quand même avec Fanny, mais il n'était pas dans ceux que je m'étais noté, parce que clairement, je l'avais même pas vu passer. Il s'agit de Une couronne de lierre et de verre de Claire Legrand chez les éditions Olympe. Alors pour le coup, je lui ai dit que déjà, je l'avais vu juste parce qu'il y a une couronne, et si vous ne le savez pas, moi, les couronnes, ça marche déjà. Et je sais plus ce qu'elle m'avait dit au niveau du résumé, que ça faisait penser à... Je ne sais plus quelle histoire. Je crois que c'est un peu un style de Hunger Games, il me semble. En tout cas, elle m'avait dit que ça ressemblait à quelque chose que j'avais aimé. En plus, c'est cool parce que j'ai le petit marque-page avec, donc c'est trop top. Et je vais vous lire le résumé. Gemma Ashbourne a tout pour être heureuse. Fille d'une famille élue par les dieux pour hériter de leur pouvoir, elle occupe son temps à organiser bals et réceptions grandioses pour tromper sa solitude. Sa sœur Mara a été envoyée servir l'ordre de la rose et combat désormais la magie dangereuse qui s'échappe de la brume. Sa mère a disparu des années plus tôt, laissant derrière elle une maison endeuillée. Son père et sa sœur Farine passent leur journée à s'établir des plans secrets pour détruire la mystérieuse famille basque. L'image de jeune fille frivole et séduisante que Gemma s'est construite n'est qu'une façade pour supporter la terrible douleur qui l'accompagne partout. Car si sa famille possède la magie des dieux, elle-même y est allergique, au point que sa proximité suffit à déclencher en elle des crises insupportables. Talan, un jeune homme qui cherche à rétablir l'honneur de sa famille, semble seul capable d'apaiser la souffrance de Gemma. Mais celle-ci se méfie de ce charmant inconnu. Je ne sais même pas si elle m'avait vraiment dit Hunger Games. Là, franchement, j'ai un doute pour le résumé, mais en tout cas, elle m'a dit que ça ressemblait à une saga que j'avais aimée. Mais alors, je ne sais plus laquelle. Écoutez, je suis curieuse, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire, parce que, honnêtement... Ah bah, ils disent quand même... Ah oui, voilà. Je comprends mieux pourquoi. J'aime décrire cette série comme les Bridgerton rencontrent un palais d'épines et de roses. Donc en fait, non, c'était pour me dire que vu que j'avais adoré ACOTAR, j'allais forcément, très certainement apprécier cette saga. Donc voilà, écoutez, je suis très curieuse parce que vu qu'on l'a décrit à la Bridgerton et aussi à ACOTAR, je suis vraiment curieuse. Ensuite, je vous ai dit que j'avais terminé le tome 1 juste avant, donc forcément, je me suis procuré le tome 2, du coup, du Royaume des damnés. Donc là, c'est Le Royaume des maudits, toujours de Kerry Maniscalco. La couverture est vraiment magnifique. Autant l'autre, j'adore parce que c'est du violet, autant celle-ci, je trouve qu'au niveau du squelette, c'est encore vraiment plus beau. Et au niveau de comment il est à l'intérieur, on est sur un bleu magnifique. Non, par contre, pour le coup, ceux-là, je les trouve vraiment très beaux. Avec le squelette. C'est juste derrière, je trouve dommage qu'il n'y a rien. J'aurais aimé qu'il y ait des dessins derrière. Et on a toujours la carte avec les maisons qui sont liées aux 7 péchés capitaux, donc gourmandise, orgueil, cupidité, etc. Donc voilà, honnêtement, c'est une saga sur les 7 péchés capitaux, je trouve que c'est original, et pour le moment j'accroche, donc j'ai hâte de lire ce second tome. Du coup je me suis dit je vais craquer, parce que j'ai vraiment aimé le premier tome. Et forcément aussi j'ai craqué pour le 4e tome de la saga Le Peuple de l'air. Donc là c'est le tome sur l'héritier trahi de Holly Blake chez Rajo. Et donc on nous dit c'est un roman dans l'univers de Domelf
Donc c'est là où en fait on suit les personnages principaux de la trilogie, mais ça reste un tome 4 de ce que j'ai compris. La seule chose où j'ai gueulé comme la plupart des gens, c'est qu'en fait moi j'ai les 3 tomes en version brochée, que celui-ci ils l'ont sorti en version reliée, donc on a un très joli jaspage, hein, jusque là tout va bien. Moi ce qui m'énerve juste c'est que ils ont sorti la trilogie en relié qu'on voit ici. Bon, le relié là on va dire il est beau, mais voilà, c'est surtout le jaspace qui fait le plus. Mais en fait moi ce qui m'énerve c'est que je le voulais pas du tout en relié, moi je le voulais en broché puisque j'ai la trilogie en broché. Et en fait ils ont bien dit que ce n'était pas prévu qu'ils le sortent en broché. Donc au début je me suis dit je fais quoi, je me le prends en e-book etc, mais vu que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga qui est quand même au niveau de l'ordre de mes sagas favorites, c'est la 3e. En premier c'est Akotar, après c'est Nevernight et ensuite c'est Le Peuple de l'air. Bah, j'avais quand même envie de l'avoir dans ma palle quoi, mais c'est juste que je ne craquerai pas à m'acheter, à toutes me l'acheter en relié parce que je trouve que c'est vraiment, ça devient n'importe quoi. Et faut pas oublier que là, ce tome-là a coûté 25,90 €, donc presque 26 € un livre, ça commence à faire cher, donc j'avoue que je suis un petit peu saoulée. Je ne vais pas vous parler du résumé vu que c'est un 4e tome ou un premier tome d'une autre série, je ne sais pas trop comment ils le présentent, parce qu'ils disent quand même que ça se passe dans la même... Ouais, c'est quand même une suite hein, de ce que je comprends au niveau du résumé. Mais si vous voulez avoir mon avis sur cette saga, je vous mettrai le lien de ma vidéo Zoom Saga, où je vous en parle sans spoil, et en fait bah voilà, c'est une de mes sagas favorites. Donc si vous aimez les fae, si vous aimez des héroïnes qui en imposent, même si elles peuvent être énervantes parfois, mais qu'en tout cas en imposent, et qu'on est vraiment sur un univers où les personnages ne sont pas du tout très sympathiques, ça peut vous plaire, donc n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo. Je m'arrête là au niveau de cette intro, en plus j'ai bientôt plus de batterie, donc on va espérer que ça ne va pas couper. Et je viendrai vous retrouver de toute façon quand j'aurai avancé bien, dans mes lectures. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 27 octobre. Il est 15h40, je me fais une petite pause, je suis en télétravail. Je reviens pour vous parler de plusieurs petites choses. Alors, la première, j'ai terminé ma lecture audio de Salem de Stephen King qui était un bon pavé, mais honnêtement je trouve quand même que je me le suis bouffé assez rapidement. En fait on suit Ben Mears qui est un écrivain. Il a grandi à Salem, en tout cas il a vraiment des souvenirs de son enfance de cette ville, et il va décider d'y retourner. Il va se lier d'amitié avec plusieurs habitants de cette petite bourgade, et il va également entretenir une nouvelle relation amoureuse avec Suzanne. Donc tout se passe pour le mieux. Sauf que depuis son arrivée, des choses étranges se passent à Salem. Un enfant est porté disparu, un chien est retrouvé éviscéré, d'autres disparitions inquiétantes font leur apparition. Et en même temps, on a les personnes qui commencent à se rendre compte que la nuit, il se passe des choses étranges. Il semblerait qu'il y a des créatures qui sont assoiffées de sang et qui ne demandent qu'à se nourrir des habitants ou à les transformer pour qu'ils fassent partie de cette communauté assez spéciale. Je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas spoiler. Après, au niveau du résumé, on a bien une petite phrase de Stephen King qui nous dit que Salem est l'un de ses meilleurs romans, un des plus effrayants aussi. Éteignez votre télévision, parlons vampires dans la pénombre. Je pense pouvoir vous faire croire en leur existence. Le thème c'est les vampires, du coup je vous le dis parce que c'est marqué dans le résumé, mais c'est vrai que quand on lit l'histoire au début on se dit pas qu'on va nous parler de vampires. Je trouve que pour le coup il a réinventé un petit peu ce mythe de vampires. Il les a rendus vraiment effrayants, honnêtement on n'est pas dans Edward Cullen avec Bella Swan dans Twilight, pas du tout. Là on est vraiment face à des créatures surnaturelles qui sont vraiment mortes, mais qui sont vivantes quand même et qui sont à la fois magnifiques mais effrayantes.
Et honnêtement, moi, il a réussi à m'effrayer quand même. Alors, faut savoir du coup que je l'ai eu en audio, mais j'ai vraiment réussi à me plonger dans l'histoire et franchement, c'était vraiment immersif. Je pense que même en le lisant en papier, ça doit être immersif, mais c'est vrai que quand j'ai vu cette pavage, j'ai eu un petit peu peur. Et alors qu'en version audio, bah, je l'ai bouffé quoi. Clairement, je vous le recommande vraiment. Moi, j'ai adoré. En fait, on suit vraiment un petit peu les vies des différents habitants de Salem. On voit un petit peu leur manière de vivre. On voit qu'il y a de la tromperie. On voit qu'il y a des personnes qui traitent mal leurs enfants. On voit au contraire d'autres personnes qui aiment leurs enfants plus que tout. On voit un petit peu de tout. Et bah, c'est vrai qu'on s'attache un petit peu à ces personnages-là et on se rend compte en fait que petit à petit, eh bien, la bourgade, elle va tomber dans l'horreur. Et du coup, on commence à se dire mythe, légende, on ne sait plus trop, réalité ou pas. Franchement, une très bonne lecture au point que je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma nouvelle lecture audio, il s'agit de Le Parfum de Patrick Süskind. J'aime bien alterner entre un King et puis un autre roman, même si je suis un peu à la bourre sur mon Challenger moins King. Alors celui-ci, ça fait pas très longtemps que j'ai dans ma palle, peut-être que je l'ai acheté en début d'année. Non, j'ai dû l'acheter l'année dernière, donc ça fait pas hyper longtemps, ou peut-être il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça fait pas longtemps. D'ailleurs, je crois que j'avais acheté neuf, il me semble. Enfin, en tout cas, il est en très très bon état. J'aime beaucoup la couverture, ça fait un peu style peinture. Bon, la femme est à poil, on pouvait s'en passer, mais en tout cas, la couverture est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous lire le résumé. Moi, je sais que cette histoire, j'ai découverte d'abord en film. J'étais assez jeune, c'est ma mère qui m'a montré le film, et en fait, il m'a tellement marqué qu'aujourd'hui encore, je m'en souviens. Et j'avais toujours dit que je voulais lire le roman. Et je vais d'ailleurs le comparer avec le film incessamment sous peu quand je l'aurai terminé. Au XVIIIe siècle, vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Sa naissance, son enfance furent épouvantables, et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir même par les moyens les plus atroces le dieu tout-puissant de l'univers. Car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. C'est son histoire, abominable et drôlatique, qui nous est racontée dans Le Parfum, un best-seller mondial. Faut savoir que cette histoire, je me suis renseignée, en fait elle est inspirée d'une histoire vraie. Alors, il faudrait que je vous retrouve le nom de cette personne. Tac, tac, tac. Oui, en fait, l'auteur, il s'est inspiré de l'histoire de Manuel Blanco Romazanta, qui en fait était un Espagnol qui, dans les années 1850, a été un tueur horrible qui transformait la graisse de ses victimes en savon. Vous voyez le thème de cette histoire ou pas? On est sur le parfum. Là, c'est en fait Jean-Baptiste Grenouille qui va transformer en fait des corps de femmes en parfum. Je vous la fais grosso merdo le résumé. Et clairement, alors moi déjà le film m'avait marqué tellement il est dérangeant, il est perturbant, il est angoissant, il est dégoûtant. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont assez spéciales. C'est vraiment un film spécial. Pour moi, ça reste un film d'horreur parce qu'on est quand même sur un tueur en série, parce que il tue les femmes quand même pour prendre leur odeur. Et là, c'est pareil, sauf que c'est pas du savon, il en fait un parfum. Et en fait, c'est vraiment dès le début de l'histoire, parce que je l'ai commencé hier, j'ai écouté que ça sur le retour de mon boulot. Et j'en ai écouté un petit peu ce matin. On est vraiment sur une histoire où le gars, c'est vrai qu'il naît de manière complètement vraiment désordonnée, pas normale, pas propre, ni rien. Sa mère n'en a rien à faire de sa tête. Au point qu'elle accouche, c'est limite si elle le tue pas en fait. Il ballotte entre des nourrices et le couvent, etc. Enfin, il est ballotté un peu de partout ce gamin. Il a pas d'odeur, en fait lui il ne sent rien, il pue pas, il sent pas bon, il n'a pas d'odeur sur lui, mais par contre il flaire des odeurs comme pas possible, il est capable de sentir qu'une personne va arriver parce qu'il reconnaît son parfum, il est capable de sentir qu'un orage va arriver alors qu'il fait grand soleil. En fait il a un odorat plus que développé, au point que les gens ils ont peur de lui parce qu'ils se disent que c'est un démon. Et il faut pas oublier qu'on est du coup au XVIIIe siècle, donc voilà, c'était très 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 mal vu ce genre de dons, de choses comme ça. Ça peut tout de suite être assimilé à de la sorcellerie ou effectivement au diable. Et là j'en suis au début où bah, il est enfant, il travaille dans une entreprise où justement il manipule des pots et donc des produits aussi chimiques. Et il se surprend à découvrir une odeur d'une jeune femme, une odeur qu'il n'a jamais connue. Et en fait, il aime tellement cette odeur qu'il va tuer cette jeune femme. Donc j'en suis qu'au tout début, où je pense qu'il va découvrir
le sens de l'odeur de la femme, et en fait qui va vouloir en faire un parfum quoi. Voilà, j'en suis au tout début, mais vraiment c'est une histoire très très particulière, très glauque. Mais j'étais curieuse, vu que j'avais vu le film, j'avais vraiment envie de découvrir ce roman, et beaucoup le lisent par curiosité, et de se dire quand même qu'il y a vraiment une personne qui a existé, qui s'appelait pas Jean-Baptiste Grenouille, mais qui quand même a transformé des femmes, en tout cas le corps des femmes, il s'en est servi pour faire des savons. Donc c'est assez malaisant quand même. Bon, ma lecture papier, je vais pas vous en parler, j'en suis arrivée qu'à là, j'ai lu que 140 pages. Je peux juste vous dire que pour le moment, j'aime bien parce que on est sur un univers avec des vampires, hein. Décidément je suis vraiment dans le thème vampire entre Salem et puis celui-ci, mais c'est vrai que pour Halloween c'est parfait. Maintenant, ce que j'attends de voir, c'est est-ce que ça va bien bouger, parce que pour le moment, il n'y a pas trop eu d'action. Mais l'auteur sous-entend quand même qu'on va découvrir de nouvelles créatures encore plus effrayantes même que les vampires, donc je suis curieuse. Et sinon, j'ai reçu un livre dans ma boîte aux lettres, je l'avais précommandé celui-ci, et j'attends que les éditions ressortent deux autres livres que je n'ai pas encore dans la collection. Il s'agit de La Belle et la Bête de Gabrielle, Suzanne et Barbeau de Villeneuve. Donc c'est illustré chez Minalima, vous savez que vous avez les Harry Potter aussi comme ça. Mais moi les Harry Potter je les ai en grand format illustré. Mais c'est vrai que ceux un peu style Disney, les contes, j'aime bien les avoir dans cette édition là. J'ai déjà Peter Pan et Blanche-Neige, oui c'est ça. Et en fait les deux que je veux récupérer c'est le livre de la jungle et Alice au Pays des Merveilles qui ne sont plus édités. Normalement, j'avais contacté la maison d'édition, ils m'ont dit qu'ils allaient les ressortir normalement d'ici la fin de l'année. Donc je croise les doigts, et franchement cette édition elle est toujours autant magnifique. En fait à chaque fois vous avez des petites choses qui se décrochent, qui tournent, etc. Enfin c'est vraiment magnifique. Franchement je vous recommande ces éditions là. Et du coup là on est sur l'histoire de La Belle et la Bête, donc il me tardera de la découvrir. C'est vraiment des éditions que je sais que je vais garder parce elles sont vraiment trop belles. Et au moins ça fait des beaux livres dans notre collection. Voilà, je m'arrête là pour ce petit point lecture. J'ai ma batterie qui va couper parce qu'en fait j'ai encore une fois oublié de la charger. Je vais la faire charger tout de suite. Et je vous retrouve plus tard pour vous parler de mes lectures. On est le mercredi 1er novembre, il est 15h18. Je suis en tenue chill. Honnêtement, c'était un jour férié tranquille. J'en profite, je vous mets juste ici la photo de mon dernier tatouage que je me suis fait vendredi dernier. Parce que je vous en avais pas encore parlé dans le vlog. Donc c'est Hakuna Matata. Ceux qui me suivent sur Instagram savent ce que ça signifie. Si vous me suivez pas, je vais vous le dire quand même. En fait, j'ai voulu me faire un tatouage en clin d'œil avec le voyage de noces. Parce que ça reste un voyage qui m'a tellement marqué que je suis encore nostalgique. Hein. Ça fait plus d'un mois qu'on est parti et je suis vraiment nostalgique de ce pays. Et du coup, j'ai voulu me faire un tatouage en lien avec le voyage de noces et donc la Tanzanie. Et le fait qu'on ait fait un safari, que c'était juste dingue, et j'ai jamais vu des animaux comme ça. Enfin, c'était un rêve éveillé ce voyage, franchement je suis vraiment nostalgique. Et en même temps je me suis dit, donc il me faut un tatouage qui représente la Tanzanie. Et ce qui m'est venu en tête ça a été Hakuna Matata, tout simplement parce que c'est du Swahili, donc c'est la langue de la Tanzanie. Et en fait Hakuna Matata je l'ai énormément dit en Tanzanie parce qu'ils le prononcent beaucoup, parce que ça veut bien dire il n'y a pas de souci. Donc je me suis dit tiens je vais faire Hakuna Matata, ça représente bien la Tanzanie. C'est plutôt un bon mantra pour moi qui suis une stressée de la vie. Et en même temps je me suis dit ça faisait aussi un clin d'œil à mon enfance avec Disney. Donc ça regroupe plusieurs choses ce tatouage. Et honnêtement je suis trop contente de l'avoir fait. Donc il est en fait derrière ma cheville gauche. Alors je vous cache pas, je l'ai senti passer en fait dans l'ordre des douleurs. C'est celui qui arrive juste après celui-ci. Celui-ci m'a quand même fait mal. Donc il arrive juste après. Par contre celui que j'ai
d'un livre avec des fleurs ne m'a pas fait mal, et celui du bouquet de fleurs que j'ai vers ma cheville à droite ne m'a pas fait mal non plus. Mais celui-ci j'ai senti quand même passer. Voilà pour un petit aparté. Je reviens parce que je suis arrivée à la moitié de mes deux lectures en cours. Pour le coup, en ce moment, je lis bien, parce qu'en fait, il fait mauvais, tout simplement. Et que je sors un petit peu moins. Quand ça arrive l'automne-l'hiver, je rentre dans ma grotte. Donc, je suis arrivée à la moitié de ma lecture audio, qui est Le Parfum de Patrick Suskind. Qui est une lecture vraiment spéciale comme je vous le disais. En fait on suit donc Jean-Baptiste Grenouille qui est un homme qui est déjà né d'une manière un peu spéciale parce que sa mère c'est limite si elle l'a pas laissé crever sur le bord de son étalage de poissons. Il est ballotté en fait entre des nourrices qui ne veulent plus de lui et en même temps l'église qui ne veut pas s'en occuper. Et puis en fait, eh bien, Jean-Baptiste Grenouille, lui, il a une particularité, c'est que lui-même ne sent rien, il ne dégage aucune odeur, il ne sent pas mauvais, il ne sent pas bon, il ne sent même pas la transpiration. Il ne sent rien, mais par contre, lui, son nez, il sent tout, au point qu'il est capable de repérer quand une personne arrive, de savoir que c'est cette personne, de repérer si le lait qu'il boit, la vache, elle a mangé telle ou telle fleur. Enfin, vraiment, il a un odorat qui est un don. Et il va vouloir le mettre à profit d'un parfumier de l'époque, parce qu'on est à l'époque, on est au XVIIIe siècle, donc du coup on a voilà, des parfumiers etc. Et donc c'est des techniques assez anciennes, et lui va tout faire pour pouvoir travailler avec un parfumier. Sauf que Grenouille il est tellement accro aux odeurs, c'est sa drogue, il ne vit que pour ça, vraiment son souhait c'est d'absorber toutes les odeurs, de savoir toutes les identifier, qui va en venir à même commettre des atrocités et à vouloir en fait obtenir les odeurs de certaines personnes, notamment des femmes, pour les transformer en parfum. Je m'arrête là parce que je suis arrivée à la moitié et pour le moment il n'a tué qu'une seule femme. Mais je pense que je vais arriver dans l'horreur assez salement sous peu, sachant que, comme je vous le disais dans le début de ce vlog, c'est inspiré quand même d'une histoire vraie, donc c'est vraiment très très spécial. Par contre, ce livre, franchement, pour être en arrivé déjà à la moitié, j'ai rien vu passer, c'est vraiment très très bien détaillé, on a une description au niveau olfactif qui est juste hallucinante. J'avais l'impression de ressentir les odeurs dans mon nez, donc c'est vraiment un truc de dingue. Donc pour le moment, j'aime beaucoup cette lecture. Concernant ma lecture papier, pareil, je suis arrivée à la moitié, donc La Cour des Ouragans de Victor Dixon, donc c'est le 3e tome de la saga Vampiria, mais la première trilogie, puisqu'en fait, de ce que j'ai compris, il y avait 12 tomes, et en fait, c'est à chaque fois des trilogies qui se passent dans différents pays. Là, la trilogie qu'il est en train de faire se passe en Amérique. Pour le coup, je ne sais pas si je la lirai, je sais juste que le tome 1 avait été un coup de cœur, le tome 2, je l'avais adoré. J'avais juste une petite légère déception sur un point. Et là, écoutez, pour le moment, autant le début était un peu long à démarrer, autant là que je suis arrivée à la moitié, il se passe plein de choses. On est vraiment à la mode un peu Pirates des Caraïbes. On a des créatures qui sont même peut-être pires que les vampires. On a des créatures horribles qui rôdent dans l'eau. On fait face à un pirate qui est sanguinaire, qui est quand même spécial. En plus, pour le coup, ce que je trouve pas mal, c'est qu'on a des espèces de duels qui n'étaient pas prévus dans ce tome-là. Donc pour le coup, écoutez, je passe un bon moment de lecture. Ça scie tout seul, il y a de l'action. Voilà, d'ailleurs je pense que là, dès que j'ai fini mon point avec vous, je vais retourner le bouquiner. Mais par contre, comme je vous dis, je ne pense pas que je continuerai quand même parce que ça va faire beaucoup de tomes, cette saga. Et en fait, vu que ça se termine une première trilogie avec Jeanne Froidelac, je ne pense pas que je lirai d'autres tomes de la saga Vampiria. Ça reste du jeunesse quand même, mais après par contre, je trouve quand même que cette histoire est vraiment bien. En tout cas, pour le moment, le premier tome, ça avait été un coup de cœur, honnêtement, reste le meilleur pour moi. Mais en deuxième position, je dirais déjà que c'est ce tome 3, parce que déjà, il y a des pirates, donc moi j'adore les pirates. Et c'est vraiment pas mal du tout, et c'est mieux que le second tome en tout cas. Donc je viendrai vous en parler quand je l'aurai terminé, mais ce sera dans le prochain vlog suivi lecture, puisque là, je vais clôturer celui-ci qui, à mon avis, va être un petit peu long. Et vous aurez du coup mes avis sur ces deux lectures dans le prochain suivi lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés ou alors si vous tente. N'hésitez pas sinon à me mettre un commentaire en lien avec les lectures sucrées comme toujours. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!